Dans la méditation, il s'agit d'abord fondamentalement de faire l'expérience de tout ce qui nous traverse, tel que cela nous traverse, de lâcher l'agitation et le bavardage habituels, et dans l'immobilité et le silence, d'observer, juste observer. Bien que le cœur de l'expérience soit non conceptuel, il n'est sans doute pas inutile de prendre un moment de réflexion pour repérer les différents types d'événements dont nous sommes continuellement le siège. Cela fait des années qu'à partir de mon expérience de la pratique, je dresse petit à petit une carte de notre territoire corps, âme, esprit. La composition qui suit déploie, image par image, chaque composant de cette carte de l'humain en l'explicitant. Ne perdons jamais de vue que toute l'aventure humaine se déroule au sein du cosmos. Et dans cette immensité cosmique, sur la planète Terre, qui jusqu'à preuve du contraire est l'unique biosphère possible pour l'homme et notre seule réalité matérielle. Sur cette Terre, en tant que l'homme est animal, l'humain c'est d'abord une dimension corporelle. Mais l'évolution a doté Homo sapiens de l'un des cerveaux les plus complexes parmi les mammifères, ce qui donne à l'humain une deuxième dimension psychologique qui est celle de l'ego. Enfin, les capacités cognitives de l'homme lui donnent aussi la possibilité de s'ouvrir à un au-delà de l'ego. L'humain, dans sa complétude, intègre une troisième dimension spirituelle. Entrons maintenant dans le détail de tout ce qui peut se produire au sein d'un être humain, à chacun des trois niveaux corporel, psychologique et spirituel. Au niveau corporel, d'abord des pulsions. Il vous est sans doute déjà arrivé, au beau milieu d'une méditation, d'avoir soudainement soif ou faim, ou bien de manière totalement inattendue, une envie impérieuse de votre sorbet préféré, ou bien encore de ressentir une pulsion sexuelle qui vous fera ensuite fantasmer. Au niveau corporel également, les sensations, c'est-à-dire les sensations internes au corps, à distinguer des perceptions sensorielles. Ces sensations, comme les perceptions sensorielles d'ailleurs, sont des alliés très précieuses pour notre pratique méditative, comme autant de rappels pour lâcher le mental lorsque nous vagabondons.
Au niveau psychologique, viennent d'abord les émotions, qui sont les éléments psychologiques au plus près du corps. Selon les situations que nous vivons, les émotions jaillissent spontanément, de façon purement réactionnelle. N'importe qui dans cette situation aurait peur, non ? La peur a chez tout animal une fonction biologique vitale. Préparer le corps, oxygénation, rythme cardiaque, etc., à la fuite. Les émotions sont des ressentis. En anglais, feeling, en allemand, Gefühl. Elles nous mettent en relation avec les êtres et les situations. Par l'émotion, en ressentant, nous apprenons sur le monde. Au gré des événements qui se produisent, nous traversons des humeurs différentes. Les émotions sont ce qui nous anime. Pour adopter le vocabulaire de Spinoza, différents affects nous habitent successivement. La psychologue Catherine Emlet-Périssol, dans la lignée des travaux de biopsychosociologie des comportements du professeur Henri Laborie, décrit en détail le fonctionnement des 3 émotions de base et repère pour chacune le besoin existentiel dont la frustration sert de déclencheur. Ainsi, la frustration du besoin de sécurité déclenche la peur et un comportement de fuite. Que nous nous sentions frustrés dans notre besoin de sécurité, et la peur déclenche à la fois un état d'urgence et une réaction de défense. Quand la fuite n'a pas été possible, vient l'agressivité, déclenchée par la frustration du besoin d'identité qui amène un comportement de lutte. Que l'on ait du mal à s'identifier et la tension apparaît. Celle-ci déclenche un état d'urgence pour nous amener à défendre notre besoin. De la simple irritation à la violence, le message est le même. Menace sur l'identité. La peur ici étant inefficace, le stress agressif prend le relais. Mise en tension de l'organisme, excitabilité, colère, énervement, surchauffe, garantissent sa capacité à s'affirmer. Enfin, quand ni la fuite ni l'agressivité n'ont été possibles, vient le repli sur soi, déclenché par la frustration du besoin de réalité d'être, qui amène un comportement d'inhibition de l'action. Que l'on se sente frustré dans son désir d'être, et la fatigue nous envahit. Elle nous force dans l'urgence et le court terme à satisfaire notre réalité d'être. De la psychasthénie à la dépression, le message est le même. Ce danger vient de la sensation d'abandon. L'absence d'envie et de volonté menace l'intégrité de l'être et déclenche une réaction défensive de repli sur soi. Celle-ci peut s'avérer efficace, j'arrive à m'isoler, ou inefficace, je renonce. Pour le formuler autrement, nous adoptons une certaine couleur émotionnelle. Dans la vision bouddhique,
l'émotion colore nos pensées. Effectivement, quand je suis triste, j'ai des pensées tristes. Une atmosphère plutôt triste, non? Pour dire l'émotion encore autrement. De moment en moment, nous connaissons différentes tonalités affectives. C'est mon maître Fabrice Midal qui, lors d'un séminaire sur Martin Heidegger, m'a fait découvrir que ce dernier avait travaillé sur l'émotion à partir du mot allemand Stimmung, difficilement traduisible en français, qui contient l'idée musicale d'accord, de consonance avec. Le coup de génie de Heidegger est d'avoir nommé ce que nous nommons émotion Stimmung, donc la tonalité, l'atmosphère. Quand je dis émotion, je pense que la tristesse est venue parce que je suis mal adapté au contexte. Mais si j'entends la tristesse comme une tonalité, cela ne change-t-il pas du tout au tout? La tristesse est alors la tonalité fondamentale selon laquelle, accordés au diapason du monde, nous sommes ouverts. C'est un tout autre langage. La tristesse m'accorde au monde, même si c'est inapparent. En m'ouvrant pleinement à ce que je suis et aux autres. La Stimmung nous transporte dans le monde, écrit Heidegger. Il s'agit de laisser être l'émotion, laquelle nous met en rapport avec la situation, avec les autres. La Stimmung est une manière de nous y ouvrir, de nous y accorder, qui fait monde. Sans cet accord, c'est juste immonde. Nous atteignons donc là les limites de notre carte, puisque la Stimmung, en tant qu'atmosphère ni complètement à l'intérieur, ni complètement à l'extérieur, outrepasse la catégorie du psychologique. Pour mieux sentir ce qu'est la Stimmung, pensons au vers de Verlaine. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Au niveau psychologique viennent ensuite les images et les rêves. Dans cette catégorie, on trouve les souvenirs qui soudainement, parfois mystérieusement, remontent à notre conscience. Ou encore les fantasmes qui nous projettent dans une dimension illusoire. Autres images, les hallucinations visuelles du psychotique ou de la personne sous psychotrope. Comme les émotions, les rêves nocturnes sont purs jaillissements spontanés et nous n'exerçons aucun contrôle sur eux. Dans les thérapies de rêve éveillé dirigées, par contre, nous sommes actifs dans la production des images. En cela, nous sommes entrés là dans le domaine du mental. Toujours au niveau psychologique, et encore du domaine du mental, les sentiments, qu'il importe de bien distinguer des émotions. Nous avons vu juste avant la peur en tant qu'émotion. Elle se caractérise par un jaillissement spontané dans lequel le mental ne joue aucun rôle.
Regardez maintenant ce jeune homme au centre du groupe. Le fait qu'il ait adopté pour se masquer des moyens disproportionnés vis-à-vis de la menace montre qu'il y a chez lui un sentiment récurrent de peur, c'est-à-dire entretenu par des pensées qui sont la rationalisation d'une peur qui exerce son emprise inconsciente sur lui. Dans le sentiment de peur, le mental joue un rôle déterminant. Si ce jeune homme se mettait à pratiquer la méditation, il pourrait tout à fait observer le ressassement des pensées de peur, défusionner avec ses ruminations, et par là, petit à petit, se dégager de l'emprise du sentiment de peur. Laissés à leur libre prolifération pendant des années, les sentiments toxiques peuvent se pétrifier en une personnalité problématique. L'inquiétude poussée à son extrême et s'infiltrant partout peut culminer en paranoïa. Le ressentiment, ressassé en permanence, peut déboucher sur la haine et la barbarie, contre l'autre sexe, contre une ethnie ou contre une religion. L'assaut continuel de pensées de dévalorisation de soi a de grandes chances de générer un tempérament profondément dépressif. Tandis qu'à l'inverse, le déferlement permanent de pensées d'inflation de soi produira certainement une personnalité vaniteuse. Quand on parle de sentiment de honte, par exemple, on sait qu'il n'y a là aucun jaillissement instantané et spontané d'émotion, mais un processus dans la durée auquel on prit part et continue de prendre part des pensées de dévalorisation de soi. À la différence de l'émotion, le sentiment ne nous apprend rien sur le monde. Au mieux, il est le révélateur des histoires que nous nous racontons sur lui et surtout sur nous-mêmes. La peur-sentiment est plutôt dans la tête, tandis que la peur-émotion se loge plutôt dans le ventre. Enfin, dernier élément au niveau psychologique, les pensées, le cœur du mental. On ne parle pas ici de l'aspect noble, volontaire, l'analyse, la réflexion, lorsque nous sommes focalisés sur un sujet, comme par exemple au moment où je rédige le texte de cette vidéo. Ce qu'on pourrait appeler la pensée, et que l'on n'est pas censé exercer durant la méditation. Mais chacune et chacun, nous faisons l'expérience que notre méditation est régulièrement visitée de pensées, au pluriel dans ce cas. Des pensées plus diffuses, involontaires, fonctionnant en mode pilote automatique, par association continuelle. Par exemple, les hypothèses. La plupart du temps, nous sommes totalement inconscients de leur simple caractère d'hypothèse. Dans bien des situations, il nous manque des informations cruciales et sans nous en rendre compte, nous faisons des interprétations hâtives, bien souvent erronées. Beaucoup de nos pensées sont des jugements que la plupart du temps nous portons à notre insu. Ou encore,
Fréquemment, nous adoptons des opinions par pur esprit moutonnier, mais sans réel examen. Enfin, sous le seuil de notre conscience se forgent en nous des croyances que nous prenons sincèrement, mais inconsciemment, pour la réalité. Tout cela, hypothèses, interprétations, jugements, opinions et croyances, c'est le jeu mystérieux des automatismes de renforcement des engrammes, c'est-à-dire des chemins de neurones dans notre cerveau. Mais il n'y a aucune fatalité. Et la méditation a là un rôle déterminant à jouer, par la vigilance que nous acquérons en pratiquant, par la finesse d'observation que nous développons, en persévérant dans une pratique régulière, nous pouvons nous affranchir de notre mécanicité, de nos réactions stéréotypées. Avec les intuitions, nous entrons dans le domaine du spirituel, au sens de tout ce qui nous vient d'une dimension plus vaste que le petit ego. Qu'est-ce qui distingue une pensée d'une intuition? La première est radoteuse, ressassante, tandis que la seconde est jaillissante, fulgurante. Imaginez que vous recherchez un objet que vous savez se trouver dans le capharnaüm d'un grenier. La pensée, c'est l'analogue d'une recherche laborieuse dans l'obscurité à la lampe torche. Tandis que l'analogue de l'intuition, c'est comme un éclair la nuit en montagne, qui éclaire tout le paysage. Dans le grenier, cela vous fait voir d'un coup l'objet que vous cherchiez. Les pensées sont mécaniques, automatiques. Elles ressassent du connu, tandis que l'intuition est vivante, créative. Comme la pensée véritable, elle produit de l'inconnu. La métaphore précédente de l'éclair la nuit nous l'a suggéré. Au niveau spirituel, il ne s'agit pas de comprendre laborieusement, mais de voir instantanément. Le cœur de la méditation bouddhique est un processus en 2 étapes. Dans un premier temps, on se pose dans le silence et l'immobilité et on laisse décanter le mental. En sanskrit, shamatha. Puis dans un second temps, la décantation ayant opéré, il devient possible de voir clairement au travers des situations. En sanskrit, vipassana. Clairement, c'est-à-dire sans le filtrage déformant du mental et de l'ego. Lors d'une retraite de méditation, après plusieurs jours de pratique intensive, à la faveur de longues plages d'installation dans le rien, il peut arriver une fulgurance de limpidité sur sa propre situation. Ce que les psychologues anglo-saxons désignent par le terme insight, difficilement traduisible en français. L'insight s'impose soudainement, comme une vision. À mesure qu'au fil des ans la faculté d'observation se développe,
les contenus mentaux se raréfient et quand ils apparaissent, ils sont relativement fugitifs. La méditante ou le méditant peut alors demeurer dans le vaste espace qui accueille tout. Dans le bouddhisme, l'esprit spirituel, en anglais spirit, et pas l'esprit psychologique, en anglais mind, c'est-à-dire le mental. L'esprit spirituel, donc, est identique à l'espace. Une idée qui suscite nécessairement des résistances chez nous, qui sommes tellement habitués à enfermer l'esprit dans le cerveau. Et ce, d'autant plus facilement qu'en français, il n'y a qu'un seul et même mot pour les deux esprits, mind et spirit. Ainsi stabilisés durablement dans leur rien, dans un espace homogène et sans limite. La méditante ou le méditant connaît une intermittence plus ou moins brève qui donne un avant-goût de l'éveil. Mais de telles intermittences se produisent aussi bien hors de la séance formelle de méditation, pendant la promenade, quand je suis soudain appelé par la contemplation de cet arbre singulier. Il n'y a plus ni objet contemplé, ni personne qui contemple, donc plus de dualité, mais juste la contemplation. Dans ces états libérés des gesticulations de moi, moi-même et encore moi, une compassion naturelle pour tous les êtres se développe. Cette connexion naturelle spontanée est une profonde ouverture du cœur. Parmi tant de plans magnifiques du film Les ailes du désir de Wim Wenders, j'aime beaucoup celui du vieux poète à la bibliothèque, dans lequel sa condition d'authentique poète lui permet de sentir la présence invisible de l'ange lisant par-dessus son épaule, qui soudain s'appuie tendrement contre sa tête. C'est la vieille rengaine de l'inspiration, qui n'est qu'expiration, puisqu'il est vrai que le poète reçoit des ordres, mais qu'il les reçoit d'une nuit que les siècles accumulent en sa personne, où il ne peut descendre, qui veut aller à la lumière, et dont il n'est que l'humble véhicule. Ailleurs, Cocteau résumait en se disant « véhicule de l'invisible ». Tout événement de l'ordre du spirituel est une grâce qui nous est accordée. L'inspiration poétique est bien sûr une grâce. Mais sans doute lorsque nous, simples lectrices et lecteurs de poésie, sommes soudain touchés à cœur par tel poème au beau milieu du recueil, c'est aussi une grâce. Carl Gustav Jung est l'inventeur du concept de synchronicité qui désigne la coïncidence d'un événement psychique et subjectif avec un autre événement physique et objectif. Le lien entre les deux est acausal, donc sans lien de cause à effet. Pourtant, leur coïncidence fait sens
pour la personne qui vit la synchronicité. Les synchronicités manifestent l'inconscient le plus profond, qui est hors temps et hors espace. En cela, il est clair que nous ne vivrons pas de synchronicité tant que nous resterons crispés sur nos problématiques égotiques de moi, moi-même et encore moi. Une définition possible du spirituel, rencontrer dans notre existence la part hors temps et hors espace. Au niveau corporel, les échanges avec l'extérieur sont ceux de l'alimentation, de la respiration et des perceptions sensorielles. La tripartition dont nous venons de faire l'inventaire est vieille comme le monde, ou du moins comme l'Antiquité. Le corporel était désigné dans le monde grec par soma et dans le monde latin par corpus. Au niveau psychologique, les échanges avec l'extérieur sont ceux des relations. Le psychologique était désigné dans le monde grec par psyché et dans le monde latin par anima. Enfin, au niveau spirituel, les échanges avec l'extérieur sont ceux de la connexion. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'expériences de non-séparation, de non-dualité. Le spirituel était désigné dans le monde grec par pneuma et dans le monde latin par spiritus. Lorsque je m'assoupis, je tombe dans l'inconscience de la somnolence où, de tous les composants de cette carte, ne subsiste que la respiration et éventuellement les rêves. N'oublions pas que le Bouddha était appelé l'éveillé. Nous retrouvons sur cette carte de l'humain les 4 fonctions psychiques définies par Carl Gustav Jung. Celle qui sera prioritairement investie par l'enfant lors de son développement déterminera le profil psychologique du futur adulte. D'abord, la sensation, puis le sentiment, pour reprendre le terme consacré des traductions françaises de Jung, mais qu'il me semble plus juste de nommer le ressenti, puisque le terme allemand d'origine est Gefühl, et que fühlen, en anglais to feel, c'est ressentir. Ensuite, la pensée. Ressenti et pensée sont les 2 fonctions psychiques que Jung qualifie de rationnelles en ce qu'elles permettent de prendre des décisions. En effet, par le ressenti, nous estimons, nous donnons une valeur, nous jugeons. Enfin, l'intuition. La sensation et l'intuition sont les 2 fonctions psychiques dites irrationnelles par contraste avec les rationnels. Hervé Brugnot, éducateur à l'environnement, grand lecteur de Jung et passionné de culture des peuples premiers,
relie les 4 animaux de la roue de médecine amérindienne aux 4 fonctions psychiques de Jung. L'ours symbolise le corporel, donc correspond à la fonction sensation chez Jung. Le loup symbolise l'émotionnel et le relationnel, donc correspond à la fonction ressenti chez Jung. Le bison symbolise le mental, donc correspond à la fonction pensée chez Jung. Enfin, l'aigle symbolise l'esprit, l'intuition, la créativité et la spiritualité, donc correspond à la fonction intuition chez Jung. Ceci n'est qu'une carte, et l'on sait que la carte n'est pas le territoire. Puisse pourtant la présente carte vous aider dans vos propres explorations.